à tous, bienvenue à cette séance de l'après-midi du Paris Image Pro. Mon nom est François Hague, je suis le président fondateur de la société Mesclado. Alors Mesclado, on est architecte et conseil, donc on a bien entouré de quelqu'un qui est très proche du bâtiment de par son investisseur principal, la maison Bouygues. Pas de relation entre le bâtiment et le métier de Mesclado, qui est donc architecte en gros système de production et de distribution audiovisuelle. On ne revend pas d'équipement, on n'est pas commissionné sur quelque marque que ce soit, ce qui fait qu'on va arriver aujourd'hui avec un propos très ouvert sur le cloud dans le monde des médias. Comme je le disais en introduction, on va faire le grand écart entre du très très basique et des choses un petit peu plus avancées, avec pas mal d'exemples et des retours d'expérience. Et en particulier un retour d'expérience aujourd'hui de Guillaume Lemoine, de la maison TF1, du groupe TF1. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci. Donc Guillaume, vous êtes architecte au sein de la direction technique du groupe TF1. Également architecte, en effet, c'est le mot. Oui, je suis très heureux d'être ici pour partager une première expérience assez modeste dans le cloud, mais on verra en quoi elle consiste. Mais c'est surtout un domaine qui nous intéresse énormément, on y croit beaucoup. Et donc c'est vraiment la première brique de notre démarche vers ces nouveaux outils pour les médias, pour l'audiovisuel. Très bien, en tout cas merci d'être avec nous. On va démarrer, donc l'idée c'est de parcourir 10 points depuis la définition jusqu'au bout d'un cycle de projet cloud, c'est-à-dire l'arrêt d'un service dans le cloud. Donc on va s'adresser à des gens qui ont peut-être été ce matin aux séances d'Olivier Asrati sur le CES et un retour de ce qui se fait de plus en pointe en termes de grand public. Vous avez peut-être assisté aussi au point suivant sur la haute définition, la haute résolution, le HDR, peut-être même sur la remote production. Donc pas mal de prospectives aujourd'hui au Paris Image Pro. Et donc on va voir que sur le cloud, il y a la prospective, alors les mauvaises langues diront c'est le monde de oui-oui, et des choses de la vraie vie qui tournent actuellement. Vous pouvez interagir avec ma collègue qui est Community Manager, Sandrine Lamont, qui est au premier rang, qui va tweeter animé sur les réseaux sociaux, donc @mesclado, et je vous propose de démarrer. Alors le cloud, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a ouvert ce sujet, notre première conférence était en octobre 2013, on était chez Canal+, à Boulogne. À l'époque, c'était déjà le cas, beaucoup de gens commençaient à utiliser le cloud, mais c'était un petit peu un sujet qu'on n'abordait pas publiquement. Et on s'aperçoit que ça, c'est beaucoup moins vrai en Asie et en Amérique du Nord en particulier. Et on va voir que c'est peut-être lié à des questions de culture, d'organisation des sociétés, parce que le cloud, ça implique parfois de profonds changements organisationnels. Donc on va commencer par ce top 10. Et ce qu'on fera, c'est que pour chacun de ces 10 points, Guillaume, je vous propose que l'on interagisse, on se nourrisse de l'expérience du groupe TF1 sur ces sujets. Avec plaisir. Donc déjà un petit clin d'œil, on était déjà en octobre pour parler du cloud, on était porte de Saint-Cloud. Vous êtes aussi porte de Saint-Cloud, donc c'est toujours la porte de Saint-Cloud, plus la porte de Saint-Cloud. Hein. C'est très d'actualité. Absolument. Donc un petit clin d'œil pour simplement dire que le cloud c'est un buzzword, donc un mot qu'on utilise depuis quelques temps maintenant. Il y a un outil qui s'appelle Cloudberry. Je ne sais pas si c'est un Cloudberry ou cinéaste, mais il existe. Cloudberry, d'accord. Ça fait quelques temps qu'on en parle, mais moi je voudrais faire un mini sondage. Qui dans cette salle utilise déjà un service cloud? Donc vous êtes quelques-uns. Parmi ceux qui n'utilisent pas encore de service cloud, est-ce que certains ont accès aux emails? Donc je vois au moins 1, 2, 3, 4 mains se lever. D'accord. Donc à moins que votre hébergeur soit vous-même dans votre garage, dans votre salon, il y a quand même de grandes chances pour que vous utilisiez aussi le cloud de l'email sur le cloud, puisque en gros tous les services email sont sur le cloud aujourd'hui. Donc le cloud, il est généralisé. Maintenant, le cloud pour les médias, c'est quand même un sujet plus nouveau et plus récent, et on va voir ensemble toutes les problématiques que ça peut représenter et ce que ça peut engendrer. Donc on va avoir pas mal de retours et de citations.
Et certains sont en anglais, d'autres en français. Celui-là, on a choisi de traduire. Donc, c'est la définition de l'Institut national des standards et des technologies, qui, dans une publication en septembre 2011, définissait le cloud comme un ensemble de ressources informatiques configurables, partagées. Donc, pour faire une très mauvaise traduction, je prends des ressources informatiques, je me permets de les adresser au travers du réseau Internet, donc du réseau public, ma connexion, qu'elle soit sur mon téléphone, sur ma ligne ADSL à la maison, et grâce à ça, je vais aller taper dans ces ressources. Il y a aussi un enjeu qui est la flexibilité, être capable de déployer un service très très rapidement. Donc quand on regarde des services comme Netflix, qui a mis à peine quelques mois pour se lancer sur des territoires comme le territoire français, encore une fois, c'est grâce au cloud. Tout ce qui est back-office, donc le cœur des installations de Netflix, est resté aux États-Unis. Donc il y a eu de nouvelles infrastructures dans le cloud qui ont été utilisées en France, sur le sol français. Enfin, moi, je suis d'accord avec cette définition, c'est vraiment ça. C'est des services, mais qui baignent dans un réseau, qui sont connectés, et donc qui permettent, et la définition insiste peut-être pas suffisamment là-dessus, un accès universel. C'est-à-dire quel que soit le device qu'on utilise, et ça accompagne aussi la révolution des devices portables, on a maintenant accès à ces services de manière assez uniforme en termes d'expérience utilisateur, où que l'on soit. Donc, universalité des accès, des devices, parce que les services sont baignés dans un réseau. Après, finalement, que ce réseau soit privé, public, c'est peut-être un peu secondaire quelque part, mais en tout cas, c'est bien les trois couches, service, réseau, device. Service, réseau, device. Merci Guillaume de cette définition. Donc si on regarde un petit peu l'historique, c'est pas récent que les ingénieurs réseau s'amusent à dessiner des réseaux sous forme de nuages. Donc ça, c'était dès les années 60. Ensuite, il y a cette notion d'une structure ou d'opération interne qui ne compte pas. Donc on est capable d'adresser un service sans savoir vraiment ce qu'il y a dans cette nébuleuse. Et puis il y a eu aussi une notion de disposer de puissance de calcul pour faire tourner ces applications, et que celle-ci, on pourrait la déplacer, la déployer hors des installations, hors des murs de TF1 ou d'autres grands groupes, et tout ça à travers le réseau. Alors pourquoi ces 4 photos sont importantes? Parce qu'en fait, on peut résumer, grâce à ces 4 photos, les 4 types de services qu'on va trouver dans le cloud. Donc en haut à gauche, vous retrouvez ce qu'on appelle le Software as a Service, SaaS. Donc c'est du logiciel auquel on va avoir accès à travers le cloud. Donc c'est ce qu'on a plus communément et typiquement quand on utilise l'email, donc le webmail, c'est du SaaS. Et dans le monde des médias, on a vu apparaître des outils capables de faire du montage à travers le cloud. Je pense historiquement à la solution de Pentel, qui nous permettait de monter à distance. On pouvait avoir des rushs des milliers de kilomètres. Alors j'ai souvenir qu'on était à un NAB, ils nous montraient des plateformes et des serveurs qui se trouvaient en Angleterre. Donc, par exemple, du montage dans les outils métiers. Quand on passe côté droit, donc je suis désolé, j'ai limité le nombre de nuages pour pas qu'on tombe dans le stéréotype du cloud, mais quand on passe sur la partie droite, on a les plateformes as a service, PaaS. Plateforme as a service, là on va descendre un tout petit peu dans les couches et dans le modèle, et on va s'appuyer sur des plateformes qui vont nous permettre de transcoder, donc de convertir des fichiers vidéo d'un format pour en sortir un autre format. On va avoir également des services, et alors c'est même un petit peu petit pour moi, d'archivage, voilà c'est le plus évident, et de VOD, de vidéo à la demande. L'archivage, que ce soit pour des médias ou pas, c'est peut-être un des services cloud qui est le plus répandu. Alors, par curiosité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent de l'archivage sur le cloud aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel? D'accord, donc vous êtes quand même pas mal déjà à l'utiliser. Donc l'enjeu dans le monde de la vidéo, ça va être forcément, de la vidéo et de l'audio d'ailleurs, ça va être forcément d'utiliser, de stocker, de transporter, de déplacer, de traiter des gros fichiers. Ouais, alors tu disais archivage, c'est stockage finalement, parce qu'on peut aussi avoir des applications où on stocke de manière très temporaire ou très court terme, mais en effet, parmi les services disponibles dans le cloud, celui du stockage est quand même un des premiers qui vient à l'esprit pour nos applications. Et juste peut-être pour
parler de ce point maintenant. Tu mentionnais, on se voit, je sais plus. Ah oui, c'est comme tu veux. Tu mentionnais octobre 2013 où peu de gens voulaient en parler. Moi, je n'aurais pas pu en parler non plus parce que finalement, à cette époque-là, je pense que l'honnêteté est de dire qu'on n'avait pas de stratégie. On en entendait beaucoup parler, on commençait à comprendre ce que ça pouvait amener, mais je pense qu'on pouvait aussi avoir encore plein de blocages, de se dire, ben non, nous on manipule des médias, 1 heure de médias, 1 heure de vidéo, c'est 26 Tera, ce ne sera jamais applicable à nos métiers. 1 heure de médias ou de vidéo, c'est 26 gigas, pardon. 26 gigas. Voilà. Et donc on avait peut-être ce genre de blocage qui nous laissait penser que tout ça était très bien, mais était peu adapté à nos métiers. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup mûri, on comprend, et ça pose aucun problème d'envisager d'envoyer même des terras de données à stocker dans ces services cloud. Alors, on parle de la vidéo, son poids de 26 gigas pour la maison TF1. Qu'est-ce qui a changé récemment qui a fait qu'un groupe comme TF1 adresse cette question du cloud? La techno est quand même là depuis quelques temps. Ce qui a changé, c'est que voilà, on commence à comprendre et à mesurer que c'est à portée de la main et que c'est réaliste. Typiquement, c'est ce pseudo-blocage que j'évoquais, de se dire ces quantités de données, on ne pourra jamais les uploader ou les downloader de manière efficace en comparaison d'une infrastructure, d'un serveur qui serait sous la table. Ça, on réalise qu'aujourd'hui, les réseaux, justement, permettent de le faire. Alors, ça a un coût, ça s'ajoute à l'ensemble des coûts, mais ça fonctionne. Et après, ça se croise avec des objectifs plus long terme ou plus diffus qu'on peut avoir, qui sont par exemple tout bêtement des objectifs liés au bâtiment, aux surfaces, aux mètres carrés, et de se dire que à Boulogne, à Porte de Saint-Cloud, pour ce qui me concerne, on a plutôt envie de mettre des gens que des machines. Et si demain on pouvait mettre les machines n'importe où en France, en région parisienne ou dans le monde, ce serait un vrai bénéfice de ce point de vue-là. Donc voilà, ce qui a changé, c'est, je dirais, une compréhension de notre part, parce qu'on a un certain nombre d'offres qui ont mûri et qui sont réalistes. Très bien, merci. Donc on a parlé du software as a service, donc tout ce qui est logiciel, en haut à gauche, c'est assez répandu. On a parlé des plateformes, également très répandues. On a vu un nombre impressionnant de personnes qui utilisent déjà du stockage et de l'archivage dans le cloud. Quand on regarde en bas à gauche, on a un magnifique serveur LAN, Blade Server, sur lequel on met typiquement des machines virtuelles. Et donc là, on est dans tout ce qui est infrastructure as a service, donc de l'infrastructure IaaS. Et donc l'infrastructure as a service, c'est peut-être moins démocratisé par rapport au grand public, mais c'est comment est-ce que, plutôt qu'aller chercher des machines que j'installe chez moi, je vais m'appuyer sur des serveurs informatiques qui se trouvent quelque part dans des data centers et qui sont donc sécurisés, maintenus et accessibles à distance. Le dernier, alors ça c'est une approche, on va dire, un peu marketing de la maison Oracle. Vous connaissez peut-être la maison Oracle qui est un des principaux fournisseurs de bases de données. Et donc Oracle parle de database as a service, database, base de données. Donc des bases de données, on en a partout. Mais ça me paraissait intéressant d'en parler dans le monde des médias, parce que dans le monde des médias, on a l'habitude d'avoir des bases de données. On en parlait avec Guillaume juste avant de démarrer. L'asset management, qui nous permet de retrouver l'outil en production et en diffusion. Le trafic, tout ce qui est scheduling, donc planification, la programmation. Ça, ce sont des services qu'on retrouve aujourd'hui assez souvent pour de plus petites chaînes de télévision, par exemple. Être capable de faire ma programmation en ligne, puisque de toute façon, la diffusion, c'est un tiers qui l'assure pour moi. Et donc ça, pour moi, ça peut rentrer dans le DAS, donc Database as a Service. Je vois encore beaucoup d'yeux ouverts, donc ça c'est bon signe, parce que juste après la pause déjeuner, moi je me fais toujours un peu de soucis, Guillaume, je me dis aïe aïe aïe, combien est-ce qu'on va en perdre en cours de route? Mais c'est bon, je vois encore des sourires, ça va, tout va bien. On a brièvement évoqué l'historique. Alors tout s'est accéléré au début du 21e siècle. 2001, Microsoft a fait la première mention du cloud. 2006, effet d'accélération. Amazon, qui est un gros acteur du cloud, a lancé son Elastic Compute Cloud, EC2, en même temps que Google. 2008, cloud computing s'était démocratisé comme expression. Et puis entre 2008 et 2009, explosion. Et beaucoup des gros acteurs, principalement les multinationales, ont lancé des services sur le cloud.
Donc on se retrouve maintenant, on va dire, 6 ans plus tard, avec une technologie qui est vraiment démocratisée. Oui, enfin, pour moi, je retiens aussi principalement la de 2006, où en effet Amazon a compris, a marketé et a fait grandement évoluer leur proposition. Là, puisqu'on met un point sur les fournisseurs, on a aujourd'hui Amazon qui est clairement le grand leader du cloud. Quand on va sur un NAB, un UBC, on gratte la surface, on se rend compte que tous les services dans le cloud de nos fournisseurs traditionnels, les Sony, les Panasonic, ils sont à 80% en fait hébergés chez Amazon, ensuite ils sont plutôt chez Microsoft. Après il y a des différences. Amazon c'est vraiment à prendre ou à laisser, on prend leurs services, on prend leurs API et on les utilise ou on ne l'utilise pas, mais il n'y a pas de possibilité d'envisager des évolutions customisées, en tout cas à court terme. Microsoft, je pense par leur historique et leur présence plus ancienne dans des entreprises comme la nôtre, se positionne un peu différemment. On peut vous accompagner dans un chemin qui est dit hybride, où vous allez tranquillement, lentement, opérer la transition de votre modèle où vous avez tous vos serveurs chez vous à un modèle où vous aurez une grande partie, voire la totalité des serveurs et des services hébergés dans le cloud et de préférence pour eux chez Azure. Et ce qui est peut-être intéressant, si on revient sur la diapo précédente, tous les acteurs n'offrent pas les 4 types de services. Donc beaucoup des acteurs historiques font de l'infrastructure, donc ont des serveurs, offrent des plateformes, donc en haut à droite, mais pas forcément du SaaS, du logiciel. Amazon et SaaS, oui. Amazon et Microsoft sont assez peu là-dessus. C'est vraiment plutôt des outils, des boîtes à outils ou de la puissance de quelques boîtes. Et donc ça appuie sur des partenaires pour justement offrir des services pour des tiers. Partenaires, et là aussi c'est un autre aspect intéressant qui n'est pas directement lié au cloud en tant que tel, mais c'est que ça permet quand même beaucoup d'innovation et ça a fait émerger beaucoup d'entreprises, de sociétés, souvent avec des approches open source, et donc il y a un vrai dynamisme dans les solutions. Et récemment, je pense qu'on l'abordera un petit peu tout au long de la session, on s'est attaqué à un projet précis qui était de stocker des rushs ailleurs que sur les disques durs qui pouvaient tomber en panne. Et on s'est rendu compte qu'on avait une offre pléthorique de petits outils de media management, la majorité en open source, donc éventuellement très bon marché. Sachant que ce n'est pas le prix qui est le plus intéressant dans ces offres-là, c'est plutôt le dynamisme qu'il y a derrière et la capacité à la comprendre et à le faire évoluer. Et pour autant, malgré cette offre très large, à la fin, on a du mal à trouver encore exactement ce qui nous convient. Donc ça reste un petit peu, dans le cas précis, ça reste quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Je pourrais élaborer plus tard si vous souhaitez. Avec plaisir. Nous avons fait le premier point qui est la définition de cloud. Et là, je propose, Guillaume, je propose à l'ensemble du public de rentrer un petit peu dans le monde de oui-oui, je ne sais pas, des bisounours, enfin en tout cas dans le... Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, quand on rentre dans le monde de oui-oui du cloud, il y a beaucoup de choses qu'on nous offre sur le papier. Tout ça centré autour de nouveaux modèles de coûts. Donc, quels sont les bénéfices du cloud? Donc, en haut à gauche, l'efficacité en termes de temps. À droite, on va arrêter d'investir, on va avoir des coûts opérationnels. Donc, en anglais, on passe d'un modèle CAPEX vers un modèle OPEX. Ça parlera aux comptables, aux financiers, et ça leur plaira. Donc, le fait est qu'on se dise... voilà, à un instant T, je commence à exploiter mon système, il est rapidement en exploitation et je peux investir, c'est un paiement récurrent, trimestriel, mensuel, annuel. Donc les coûts d'exploitation qui sont annoncés comme étant inférieurs et des workflows qui sont annoncés comme étant rationalisés ou automatisés. Et donc ces 4 points, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelqu'un d'informatique et d'opération broadcast d'un réseau télé qui s'appelle Asia TV aux États-Unis. Donc vous verrez qu'on a beaucoup d'exemples nord-américains parce qu'eux sont plus avancés que nous et communiquent plus, principalement je dirais pour des raisons de budget, sur les notions de cloud. Donc 4 bénéfices. Parmi ces bénéfices, on va voir tout au long de la présentation qu'il y a quand même à prendre ou à laisser, il faut être vigilant. Et c'est pour ça que je faisais référence au monde des bisounours. Parce qu'encore une fois, grattons la surface et regardons exactement ce qu'il y a derrière tout ça.
Donc parmi les quelques interventions ou les quelques interviews qu'on a eues de nos confrères américains, il y en a certaines qu'on trouvait vraiment pertinent de vous annoncer. Donc Viera Living, c'est une société de médias qui est spécialisée dans le monde de la santé et du bien-être. Et donc eux, ils ont uploadé plus de 1200 heures de vidéos sur le cloud. Ils ont utilisé un service qui s'appelle A-Frame et ils se sont appuyés là-dessus pour gérer toute la partie promotion, marketing, vente publicitaire, l'éditorial collaboratif, comme ils appellent cela. Tout ça basé aux États-Unis, basé à New York. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, s'il avait fallu qu'ils investissent en argent, en sonnant et trébuchant dans des infrastructures, le modèle n'aurait pas été jouable, pas été possible. Donc ça rebondit sur ton point. Ouais, alors nous sur la question des coûts, c'est évidemment un facteur important, c'est probablement pas celui qu'on mettra en avant. Par rapport aux quatre arguments que tu citais, moi je pense qu'ils sont globalement et unitairement, individuellement justes. C'est-à-dire que si on regarde une application précise, un besoin précis, on va assez rapidement arriver à la conclusion que ça va être moins cher de stocker ou de transcoder via des services cloud. Maintenant, c'est pas forcément vrai au global et en fonction d'un modèle d'exploitation. Si par exemple on savait, mais c'est là que la difficulté, si on savait designer parfaitement un système on-premise, comme on dit, donc à la maison, dans nos murs, par rapport à l'utilisation qu'on va en faire, probablement qu'on sait le faire de manière plus économique que de le mettre en cloud. Mais la difficulté vient là, c'est qu'on sait rarement exactement prédire en termes de dimensionnement ce dont on va avoir besoin, et on est aussi de plus en plus soumis à des variations de l'activité, du business, qui font qu'on va être dans des phases où ça va augmenter, et puis 6 mois plus tard ça baisse, on l'a découvert malheureusement ces derniers temps, on l'a fermé au 31 décembre 2014, pardon. On a fermé 2 chaînes, on a fermé Stylia et on a fermé TF6. Donc là, clairement, c'est des exemples où si on avait ces infrastructures techniques dans le cloud, le jour où on ferme, on arrête le prix. Maintenant, si on part pour construire un TF1, on espère pour encore des années, il est clair que le cœur des infras de TF1, si on sait bien le dimensionner, reste plus économique à bien. Donc, sur des points individuels, oui, les coûts sont intéressants. Au global, ça dépend vraiment de choses. Pour certaines, on peut les prédire, pour certaines, on ne peut pas les prédire. Et là, c'est aussi intéressant de dire finalement, on a une garantie, dès qu'on veut arrêter, on arrête. Et ça favorise aussi un truc vachement important qui est la capacité de tester, d'innover. Traditionnellement, on construit un système, bien souvent, on va construire à côté, en plus petit, une plateforme de test. Une plateforme de test qu'on va exploiter peut-être un jour par semaine, peut-être moins. Demain, on peut imaginer que la plateforme de test, on ne la construit pas. On l'active dans le cloud uniquement les quelques heures par mois, peut-être, où on a besoin de s'installer. Et là, d'un seul coup, les coûts ils sont divisés par 50. Donc, c'est une flexibilité. Donc, beaucoup plus de capacité à tester dans la partie back. Après, je ne prétends pas qu'on y est déjà, mais oui, ça veut dire qu'on peut très bien, très rapidement tester une idée, la faire foirer, c'est pas grave, on éteint tout, et puis on en teste une autre. Là où aujourd'hui, si on veut tester quelque chose, c'est bien souvent une équipe à constituer, bon ça reste. Des serveurs, des machines, des licences à approvisionner, ça prend vite fait 3, 4, 5, 6 semaines. Bah là, du jour au lendemain, on peut expérimenter les choses. Ça, c'est une réalité. Très bien. Donc on reste dans le monde de oui. Donc là, ça me fait toujours sourire. Qualité, vitesse, efficacité qui augmente et les coûts qui baissent. C'est ce que j'appelle aussi toujours plus vite avec toujours moins de moyens. Et c'est vrai que bien que ce soit une réalité, encore une fois, prendre avec des pincettes. Et là, c'est une intervention pertinente d'une société qui s'appelle Promax. Et ce que dit le patron, il dit que s'il avait dû investir sur des installations exploitées plus de 3 ou 4 ans, pour lui, le cloud n'avait pas d'intérêt. Donc ça rejoint ton point, Guillaume. Et donc le cloud est un modèle qui a son intérêt quand on veut miser sur le court terme et principalement sur des coûts d'exploitation. Restons dans le coût, beaucoup plus bassement matériel. Ça, c'est un schéma issu d'une société qui s'appelle RBC Capital Markets. Et ce qu'eux ont fait, ils se sont amusés à analyser les coûts du cloud entre décembre 2013 et décembre 2014.
ou même octobre 2013 et octobre 2014. Et vous pouvez voir donc une décroissance des coûts à peu près comparable à la loi de Moore. Hein. Vous vous souvenez de la loi de Moore qui dit que le coût d'un stockage est proportionnel au carré du temps, c'est ça? Donc tous les 2 ans, on diminue par 4 le coût du stockage. Et donc ce que cette société s'est amusée à faire, c'est comparer donc les différentes offres. Donc à gauche, vous avez AWS, Amazon Web Services, auquel faisait référence Guillaume Lemoine. Tout à fait à droite, vous avez un opérateur de télécom américain qui s'appelle AT&T, et donc toute une myriade d'acteurs au milieu. Donc ce schéma, il a plusieurs limites. La première limite, c'est que ce sont quelques acteurs, et sur le marché français, il y en a beaucoup plus. Donc j'ai ajouté les noms de quelques acteurs français. Ceux que j'ai oubliés me pardonneront. Vous avez la société OVH avec son service public, le cloud d'Orange, CloudWatt, Numergy, et il y en a d'autres. Donc ce sera intéressant de les mettre sur ce schéma pour voir ce que ça représente. Donc là, l'échelle, hein, c'est un coût moyen par gigaoctet par mois. Donc on peut voir qu'on descend, on s'approche des 20 $, donc une quinzaine d'euros, 13 € pour les prix les plus attractifs. Maintenant, on parle d'une chose et une seule chose, c'est le coût du stockage. Or, pour arriver à un coût, il y a beaucoup de choses. Et je pense que quand on parle de cloud, il faut vraiment raisonner en coût total de possession, ce que les Américains appellent le TCO, Total Cost of Ownership. Et ça nous permettra de voir vraiment les coûts induits. On verra dans un instant le coût de la connexion pour avoir le tuyau suffisamment important pour adresser les sociétés qui nous intéressent dans le cloud, les coûts de maintenance, les coûts d'installation, etc. Nous, on a fait cet exercice justement de faire des simulations de coûts sur un domaine sur lequel on a mis de recul, qui est finalement tout stockage qu'on met en œuvre pour les régies finales, donc pour stocker les programmes qu'on a acquis et que l'on va diffuser dans les semaines, les mois ou parfois les années à venir, parce que ça nous parle qu'on reçoit plusieurs années à l'avance. Et donc on avait du recul là-dessus, on connaissait bien les volumes, on connaissait parfaitement les coûts du stockage qu'on a en interne, et on a modélisé ça pour estimer un coût, si on devait faire ça, si c'était possible techniquement, et il y a d'autres freins qu'on pourra avoir par ailleurs, mais par exemple chez Amazon. On se rend compte qu'on arrive à des coûts en effet légèrement, de quelques pourcents inférieurs chez du Amazon, chez du Azure et chez probablement l'autre, dans un modèle donné. Et en gros, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on passe d'un modèle où chez nous, quand on doit exploiter un NAS, tel que c'est notre cas aujourd'hui, on paye en gros une grosse moitié qui est de l'investissement hardware, c'est-à-dire que régulièrement il faut racheter des tiroirs plein de disques pour accompagner la croissance de nos stockages. L'autre moitié, petite moitié, c'est le support, la maintenance de tout ça, qui représente à la fin une bonne moitié. Et un gros 5% qui est l'électricité, la clim, les mètres carrés. Quand on compare ça dans un modèle cloud, un modèle d'électricité, tout ça, ça n'existe plus. On paye en gros 2/3 du service de stockage en tant que tel. Donc, combien de gigaoctets, pendant combien de mois, etc. Ça compte pour 2/3 du prix. Un 6e, donc le tiers qui reste, il se partage à peu près en moitié entre un 6e, donc qui est les coûts de location des infrastructures réseau pour nous connecter de manière performante avec ce stockage-là, parce que quand on parle de ces volumes de stockage-là, c'est pas avec une liaison internet bien sûr qu'on va l'adresser. Donc ça compte, donc là on parle d'une liaison à 1 gigabit par exemple, pour fixer les ordres de grandeur. Et le dernier morceau, le dernier 6e, c'est quelque chose qui est nouveau, enfin qu'il faut comprendre en tout cas, qui est que quand on exploite des données dans le cloud, on ne paye pas ce qu'on upload, on ne paye pas ce qu'on envoie, mais on paye la bande passante qu'on fait redescendre. Donc nous, dans nos exploitations, à un moment donné, si on stocke un programme, évidemment, à un moment donné, on va le redescendre pour pouvoir le diffuser en région. Et ça compte dans ce modèle-là. Mais c'est un modèle, donc c'est vraiment basé sur une modélisation de notre activité, et probablement qu'on peut arriver à des conclusions très différentes sur d'autres modèles d'exploitation. Donc il faut faire ce travail, en tout cas, je pense dans l'immédiat où tout ça n'est pas encore très naturel, pour modéliser le mieux possible l'activité, pour essayer de positionner un coût en particulier dans le cas du stockage.
On a vu des choses vraiment atypiques se profiler fin d'année dernière dans le monde du grand public. Je pense à Ubique, d'OVH, qui a lancé une offre 10 € par mois pour 10 téraoctets de stockage, ce qui paraissait complètement invraisemblable, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Là-dessus, sur ce phénomène de couche, c'est quelque chose qu'on réalise bien quand on constate que c'est ces gens, en tout cas les premiers, je pense, les 5-6 premiers, c'est des gens qui investissent des milliards tous les ans dans ces infrastructures, dans ces savoir-faire. Donc à un moment donné, quand on investit tout cet argent, enfin, ils sont imbattables, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc forcément, sauf après catastrophe industrielle, ils le font bien et ils savent faire baisser. Bon, très bien. On parlait de coûts, donc il y a le coût d'un côté, il y a la productivité de l'autre. Et là, c'est une société de post-production, encore une fois aux États-Unis, qui s'est appuyée sur un opérateur qui s'appelle Signant, qui permet de faire des transferts de fichiers sécurisés à grande vitesse. Et donc, eux se sont basés sur ce modèle-là pour dire on va utiliser le cloud pour envoyer une grosse partie de nos travaux dans le cloud en utilisant des transferts sécurisés plutôt qu'un simple transfert FTP. Donc c'est chaque mois des centaines de gigas qui sont échangés par ce mécanisme. Donc on a brièvement évoqué une définition, le monde de oui avec les coûts et attention au miroir aux alouettes, comme on dirait. Un troisième point, pour rebondir sur le point de Guillaume à l'instant, c'est la vitesse de connexion. Encore une fois, on parle de services qui sont hébergés quelque part, et la connexion entre moi, utilisateur, et le prestataire de service, c'est les réseaux. Et donc le réseau, c'est lui le facilitateur. Donc le réseau, il peut être à la fois la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur, suivant comment on est équipé, ce qu'on est prêt à payer en termes de connexion réseau. Donc attention au coût de mise en place et au délai. Je me souviens, on avait travaillé côté Mesclado sur une solution avec France 24 il y a 3-4 ans. Et on s'était aperçu que si on voulait être opérationnel, il fallait qu'on ait une autre connexion réseau. Et ça demandait 5 semaines de délai pour l'installation d'une fibre. Donc 5 semaines, ça peut paraître dérisoire dans la vie d'un groupe de médias, sauf qu'aujourd'hui, on est dans l'immédiateté des opportunités et que ça peut parfois stopper carrément net un projet. Alors oui, bien sûr, mais je pense que là-dessus, il faut raisonner en disant que demain, on sera forcément connecté, alors soit au travers d'intermédiaires qui derrière distribuent, soit directement chez un Amazon, chez un Microsoft, au même titre qu'aujourd'hui, on a un abonnement EDF en quelque sorte. Donc oui, il y a ces 5 semaines, mais j'imagine assez clairement que comme on a aujourd'hui chacun chez soi presque une box ADSL, on aura établi ces liaisons-là. Par contre, il y a un autre facteur limitatif, c'est que donc dans le schéma que j'évoquais jusqu'à présent, le stockage pour le original, c'est pas forcément faisable. C'est-à-dire que là, le modèle, il nous a permis de comparer les coûts, mais j'évoquais dans le modèle justement une liaison à 1 gigabit. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le NAS qu'on exploite au quotidien, on a besoin d'en sortir 6 gigabits régulièrement au fil de la journée. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne saurait pas faire dans le cloud. Je ne sais pas s'il est réaliste aujourd'hui d'envisager des liaisons de 6 gigabits dans une économie. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas possibles. Il y a encore des éléments d'infrastructure lourds, en effet. Un réseau, il faut le construire, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il discourt. Mais voilà, moi je fais vraiment le parallèle entre ça et l'EDF d'aujourd'hui, auquel on a installé un compteur EDF au sous-sol, qui est là et on ne pense plus. Très bien, très bien, très bien. Donc toujours se poser la question, est-ce que le cloud est vraiment une option? Et il n'y a pas d'égalité devant les zones géographiques. C'est-à-dire qu'on peut dire dans certains endroits de la région parisienne, on n'aura pas de souci pour faire installer des liaisons en grande vitesse, fibrées, modulo les surprises tarifaires d'installation. Et puis il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent en Belgique dans la salle? Non, on n'a pas de Belge aujourd'hui. Par exemple, à Bruxelles, c'est beaucoup plus onéreux d'installer une liaison fibrée qu'à Paris. Et ça a un impact directement sur ce qu'on va pouvoir faire derrière. Alors cela dit, il y a aussi l'aspect, tu l'évoquais avant, de zone géographique et donc distance et donc éventuellement latence.
les outils tels que Synops, que tu mentionné avant, résolvent assez bien ce problème-là. C'est-à-dire que c'est des technos, des protocoles de transfert qui permettent d'assez bien effacer les problèmes liés à la latence et donc de bénéficier pleinement des bandes passantes. Tout ça pour dire qu'on a vraiment aujourd'hui un vrai dynamisme, tout un ensemble de technologies et de produits qui pour certains existent déjà et sont très performants, qui vont tous dans le même sens. Et donc pour moi, il n'y a aucun doute que si c'est en 2015, on aura très rapidement résolu les problèmes liés au réseau, résolu les grandes questions liées au coût, on aura chacun dans son métier trouvé les modèles qui font qu'on a réussi à planifier, à imaginer ce que serait le coût, et on ira de plus en plus vers le nuage. On va aller vers le nuage. Donc en termes de connexion réseau, on est allé voir un Français, il s'appelle Thierry Cotenceau, et on a une partie de son entretien en anglais, une partie en français. Pardonnez-nous. Et Thierry, en fait, lui, il dirige une société qui s'appelle Virdis, qui travaille sur les images virtuelles avec de la puissance de traitement dans le cloud. Et lui, ce qu'il défend, c'est que le fait qu'il utilise de la puissance de calcul graphique, on appelle ça des GPU, qu'on retrouve dans les ordinateurs, et qu'aujourd'hui, c'est pas forcément possible et pas forcément gérable d'avoir de la puissance de calcul graphique dans le cloud, mais que le cloud l'aide tout de même à gérer une grande partie de la puissance de calcul. Donc lui, il parle de HPC, High Performance Computing. Et donc la majorité des services aujourd'hui ne veulent pas travailler sur des flux d'images pleines bandes passantes, mais qu'on aura bien sûr une tendance qui va s'inverser avec justement des tuyaux de plus en plus larges entre nous et les prestataires de services dans le cloud. Oui, alors là c'est pareil, encore une fois, probablement ce que je dis là n'est pas forcément réaliste maintenant, mais une façon de voir ça, c'est si, imaginons que demain personne ne sache en effet proposer des services de GPU dans le cloud, j'ai envie de dire, il suffit d'aligner, et ça se fait vraiment en quelques secondes de configuration, plus de CPU pour arriver à la même performance totale. Donc là-dessus, moi je ne vois pas non plus, c'est sans doute un frein, mais il va être vite dépassé. Ça me fait penser à un autre frein, mais je ne sais pas si tu as voulu qu'on en parle plus tard, qui est en fait, c'est le côté réseau qui fait penser à ça, c'est le SDI. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce dont on parle là, c'est du logiciel. C'est du logiciel qui tourne sur des OS. Donc, on peut mettre dans le cloud que quelque chose qui est instancié sous forme de solution logicielle. Il se trouve qu'en télévision, on a encore beaucoup de systèmes qui sont logiciels, mais aussi avec du hardware propriétaire, et à commencer par le câble SDI. Et c'est aussi ça, l'autre révolution technologique qu'on attend, qui va permettre d'y aller complètement, c'est-à-dire le jour où on pourra complètement oublier le câble SDI et profiter d'un câble RJ45. Et là aussi, je pense que les choses sont en train de s'accélérer. On pourra. Après, c'est que une question de nombre d'unités centrales qu'on a mis pour traiter, pourquoi pas de la 4K, pourquoi pas du HEVC. Voilà, les ressources de calcul sont quasi infinies. Donc ce que tu défends, Guillaume, c'est le fait qu'on soit capable de mettre de la vidéo bande de base, non compressée, sur des réseaux informatiques traditionnels, avec aujourd'hui, on peut quand même le dire, il y a une guerre de chapelle ou une guerre de standards entre des acteurs qui sont plutôt côté informatique, des noms viennent en tête comme Cisco, et d'autres acteurs qui sont plutôt côté vidéo. Je ne sais pas si c'est une guerre, parce que bien souvent, ils travaillent ensemble, et en tout cas, ils font des démonstrations technologiques ensemble. Non, je crois qu'on attend là encore, c'est un peu ça, que ça mûrisse un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, vous avez peut-être vu de l'autre côté des démos où on commute de la 4K à l'image près sur des routeurs, sur des switches IP. Et bah, quand est-ce que ça arrivera réellement dans le studio? Moi, je ne sais pas si c'est dans 12 ou 24 mois ou dans 5 ans, mais ça arrivera. Et quand ça sera arrivé, ben, on verra quasiment plus de frein pour envisager qu'à ce moment-là, la régie complète soit instanciée dans d'autres data centers que les nôtres. Et là, on s'achemine vers une vraie révolution. On l'évoquait tout à l'heure avant de commencer. Finalement, avant, on travaillait en film. Quand la vidéo analogique est arrivée, on a une première révolution à la façon de construire nos studios, nos régies. On a câblé, on a des équipements actifs, on a des grilles, des mélangeurs. Finalement, la vidéo numérique, elle n'a pas tellement changé ça. On continue à construire des régies de la même manière. Alors,
certes c'est numérique, certes c'est plus performant, la qualité est meilleure, on fait de la HD, on a de plus en plus de logiciels pour enrichir tout ça, mais la conception globale d'une régie n'a pas fondamentalement changé. Grâce au cloud et à la vidéosécurité, ça va être une vraie révolution pour le coup. Je sais pas, peut-être dans les 2-3 ans qui viennent. Le point suivant, et je vois qu'on a perdu quand même quelques personnes en cours de route, donc j'espère qu'il nous reste 6 points et qu'on arrivera à maintenir tout le monde éveillé. C'est notre challenge pour leur avenir. L'interopérabilité, alors ça c'est un gros mot, mais pourtant c'est pas un quotidien de beaucoup de gens, c'est comment est-ce que je suis sûr que mon lecteur vidéo, audio, quel qu'il soit, est capable de lire le fichier que je vais lui envoyer. Donc le cloud ne change rien à cette problématique-là. Il faut que le fichier que je vais envoyer sur le cloud pour un traitement, vidéo, audio ou autre, on soit capable de l'exploiter. Donc il y a la tarte à la crème habituelle qui est de dire « Ah ben tiens, je t'envoie un H264, de toute façon tu sauras de quoi en faire ». C'est pas nécessairement vrai. Et ensuite, c'est la question des délais, des ressources d'encodage, de transcodage et les opérations nécessaires pour aller retraiter tous ces fichiers. Donc je m'explique. Si on parle d'une règle qui est très simple, si on fait de quelque chose proche du direct, proche du live, la valeur d'un contenu est inversement proportionnelle avec le temps que ça met, que ça prend pour aller publier ce contenu. Donc si on prend l'exemple du but de foot, très cher à la grande maison TF1, si je peux aller proposer le but de foot dans les quelques secondes qui le suivent, ça vaut quelque chose. Si je le propose 1 heure plus tard, ce sera passé aux news et sa valeur sera très largement inférieure. Et donc si on doit s'appuyer sur une multitude de solutions pour aller transcoder, transformer les fichiers, on aura beaucoup plus de mal à faire tenir tout ça. Il y a également la partie système d'information, donc un terme un peu barbare, Back-end Information System. Quand on prend une maison de post-production aujourd'hui, ou hier, qui avait un modèle assez traditionnel, où je loue une salle de montage ou une machine comme un magnéto à la journée ou à la demi-journée, j'avais une unité qui était quelle salle, quelle machine, quel opérateur. Demain sur le cloud, il faut que j'ai un moyen simple de facturer des ressources que j'utilise. Est-ce que c'est des ressources en stockage? Est-ce que c'est des ressources en transcodage? Ça, ce sont des points qu'il faut adresser. Et c'est vrai que ça transforme pas mal le métier des maisons de post-production, des labos, parce que ça ne se gère plus comme avant. Ça se gère plus comme avant, et du coup ça doit aussi s'architecture. En gros, ces services-là, ils viennent quand même souvent avec des outils de suivi assez bien fichus, on sait quand même dire qui a fait quoi, mais ça suppose qu'on les architecture, et il faut se poser la question en amont, est-ce que j'ai un compte global dans lequel je mets toutes les activités de la grande maison TF1, ou est-ce que je le divise en sous-comptes où j'ai des unités, des business units? Ça, c'est des questions qui sont assez proches de la façon dont on architecture les systèmes d'information jusqu'à présent, mais qui sont un peu renforcés par ça. L'autre élément dont on s'est rendu compte, mais récemment en expérimentant, c'est qu'il y a des notions sur lesquelles on ne sait pas répartir la charge. C'est par exemple la bande passante descendante. On ne sait pas, on reçoit à la fin du mois une facture correspondant à la bande passante descendante consommée, mais il n'y a aucun moyen chez personne aujourd'hui de dire pour telle ou telle application ça a été le cas. Alors après, on n'a pas assez de recul pour dire si finalement c'est peanuts parce que ce sera des montants très faibles et ça arrête dans le bruit, ou si on s'achemine vers des montants très structurants pour lesquels il faudra que les fournisseurs fassent évoluer leur reporting, parce qu'on aura besoin à un moment donné d'être capable de dire que la moitié de la bande passante a été consommée par le news et l'autre moitié par la prod, par exemple. Mais les outils existent, ils évoluent, ils sont quand même globalement assez importants, mais c'est vrai que ça déplace, ça nous oblige à les comprendre et à s'organiser autour de ça. Je reviens aussi sur le point lié à l'interopérabilité. Alors c'est vrai que le cloud ne change rien, et probablement même qu'il rend ça un peu plus compliqué, dans la mesure où aujourd'hui, quand on construit une solution nous-mêmes à la maison, on a accès à tous les outils et à toutes les passerelles, à toutes les briques et à des astuces qui permettent de s'en sortir en effet dans ces problèmes souvent épineux d'interopérabilité. Quand vous allez chez Amazon, vous avez même que des grandes difficultés à savoir exactement les spécifications d'un transcodeur. Donc, c'est sans doute moins interopérable. Alors par rapport à ça, il y a probablement deux réponses qui viendront. C'est peut-être que d'un autre côté, naturellement, les formats de fichiers
arrivant peut-être à maturité, on fera le ménage et on aura moins d'éléments dans notre vestiaire à faire traiter, et qu'en face, l'offre va sans doute s'enrichir pour être un peu plus pointue et être capable de traiter un peu plus de cas. Mais c'est vrai que sur ce point-là, c'est un peu compliqué. Le point suivant, on rebondit sur le point de Guillaume Lemoine tout à l'heure, c'est que le cloud offre une possibilité de faire des maquettes, d'essayer avant de signer pour un service. Donc c'est ce que les Américains appellent le POC, ou le Proof of Concept. Et donc on peut maqueter, on peut utiliser un bac à sable afin de s'assurer qu'on répond à toutes les exigences, toutes les contraintes, avant de signer pour de bon un service. Alors ça, c'est un concept assez innovant, puisque c'est quand même assez rare d'avoir contrat de mariage, contrat de divorce et contrat de décès dans un seul et même contrat. Et pourtant, ils l'ont fait. C'est le SLA, donc Service Level Agreement. Et donc, c'est dans le SLA qu'on va déterminer avec le fournisseur de services comment on va travailler ensemble, comment on va se séparer, et ce qu'on fait des données si jamais il y avait un pépin. Donc, ce qu'on fait des données si jamais il y a un pépin, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une société en France qui s'appelait Quinta, qui a déposé le bilan. Et certaines personnes ont essayé de retrouver leurs roches qui étaient à l'intérieur de la maison Quinta. Je vois un hochement de tête, donc je sens qu'il y a du vécu dans la salle. Pour le cloud, c'est pareil. Qu'est-ce que vont devenir mes assets? Qu'est-ce que vont devenir mes données si demain, soit le fournisseur, soit le client pivotient? Et donc ça, c'est aussi une des questions qu'il faut se poser. On parle quand même dans le milieu de l'image de contenu à forte valeur ajoutée. Donc encore une fois, savoir qui peut faire quoi. Alors oui, c'est sûr. Cela dit, c'est une question qui n'est pas absente de la situation actuelle. Aujourd'hui, on stocke des données plutôt en effet sur des NAS qu'on a chez nous. On n'est pas non plus à l'abri que tel ou tel fabricant de NAS disparaisse ou se fasse racheter. Il y en a eu beaucoup dans un passé récent. Et du coup, une gamme de produits qui s'arrête, et finalement, quand une gamme de produits s'arrête, on est obligé de passer et de planifier une migration vers des produits qui continueront d'être supportés. Alors, on n'est probablement pas dans les mêmes extrêmes et on n'est jamais amené à le faire sous 15 jours, mais on n'est pas non plus aujourd'hui totalement indépendant, à l'abri de ce problème-là. Après, c'est pareil, je pense que le panorama sera différent entre les géants qui ont une assise financière extraordinaire que personne d'autre n'attendra jamais, Microsoft, Google, Amazon. Ces gens-là, on peut supposer raisonnablement qu'ils sont là pour encore un petit bout de temps. Après, voilà, ça peut être une difficulté aussi pour eux pour se lancer. Donc en quelque sorte, l'obsolescence des systèmes de stockage aujourd'hui, ça existe. Et ce que l'on met en avant par rapport au cloud, c'est un déplacement de problème. Voilà, c'est un déplacement de problème. Du coup, nous, on est soumis à un point d'obsolescence, donc on va dire tous les 5-7 ans, on est obligé de gérer des migrations de plusieurs pétaoctets de données d'un type de techno à un autre, ce qui a des coûts assez phénoménaux. Je ne sais même pas si on est capable de les mesurer, versus ces problèmes-là, ils sont pris en compte par les prestataires de services cloud, de manière totalement transparente. On ne sait pas ce qu'ils font, mais on sait qu'ils maintiennent à jour leur disque dur et leur réseau. Donc par rapport au SLA, l'Union européenne qui investit dans un certain nombre de projets autour du cloud s'est posé la question de ces fameux SLA, Service Level Agreements. Donc il y a un rapport qui a été publié il y a 2 ans qui donne des bonnes pratiques en termes de SLA, avec d'excellents retours d'expérience sur ces sujets-là. Tant qu'on est sur ce point un peu contractuel, ça me fait penser à quelque chose. Une petite anecdote, un petit élément qui est finalement pas qu'un détail dont on a pris conscience il n'y a pas longtemps, en expérimentant. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de codecs, propriété d'Apple, pour ne pas le citer, pour lesquels, en fait, les différents prestataires n'ont pas le droit de faire tourner les transcodeurs dans le cloud.
Donc c'est purement un problème légal de licence. Vous avez un produit X qui sait que si vous l'achetez et que vous faites tourner dans une machine chez vous, il va très bien être capable de traiter du QuickTime et du ProRes, il sait le faire techniquement. Si ce logiciel-là, vous voulez l'utiliser en tant que service dans le cloud, ça ne fonctionnera pas, parce qu'aujourd'hui, alors on garantit que c'est des discussions en cours, et c'est une situation qui va être réglée bientôt, mais aujourd'hui, il n'y a plus tout simplement un problème de licence qui s'applique. Donc on n'est pas que dans des considérations techniques, de performance ou d'interopérabilité, on est aussi sur des points purement légaux qui montrent qu'on n'est pas encore totalement mûr pour faire l'ensemble de nos tâches sur ces infras. Alors, je suis persuadé que dans la salle, il y en a parmi vous qui utilisent le format ProRes d'Apple autour de QuickTime. Ouais, je vais au moins un bras se lever. Deuxième bras se lever. Et donc, attention aux limitations. Voilà, aujourd'hui, c'en est une. Alors voilà, je pense qu'elle va être sur le cloud bientôt, mais apparemment, ce que j'ai appris, c'est vraiment on n'a pas le droit de faire tourner un transcodeur dans le cloud sur ces codes cloud. Et là, on voit les limites d'un format fermé, non normalisé. Ouais, ou peut-être des négos qui sont en cours, je sais rien. Très bien. On en a fait la moitié. Et on en a fait la moitié, oui. Une question. Je vais vous proposer de prendre un micro. Hop. Bonjour. Justement sur cette histoire de transcodeur qu'on ne peut pas utiliser sur le cloud, est-ce que c'est quelque chose qui est dans la loi fait comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est décidé par les gens qui gèrent les licences? Je crois que c'est purement un problème contractuel de licensing. Il n'y a aucune loi qui l'interdit, bien sûr, mais c'est juste pour dire que c'est une transition qui fait que c'est l'occasion, alors parfois c'est une opportunité pour certains, d'aller renégocier, remettre des clauses, comme nous, si on transpose ça à l'histoire des droits audiovisuels, quand le digital est apparu, d'un seul coup, il n'y a plus qu'une nouvelle catégorie de droit qui est apparue, qui était le droit de diffuser les programmes via Internet. Je pense que pour les éditeurs de logiciels, et en particulier ceux qui possèdent la propriété intellectuelle sur les codecs, ils doivent être dans la même démarche purement de négociation, je pense, de royalties, je ne sais quoi. Je pense aussi qu'il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y a quand même deux camps. Il y a un camp des formats normalisés et ouverts. Là-dedans, on va retrouver toutes les familles JPEG 2000 et la grande famille MPEG et H264, H265, donc AVC Intra, XDCAM HD, qui est le MPEG 2, format MXF, etc., etc. Donc ça, ce sont des formats ouverts, normalisés. Les licences vous permettent de faire beaucoup de choses à partir du moment où vous payez, ou alors votre fournisseur paye. Et donc distinguer ça par rapport à d'autres formats, on va dire plus obscurs, entre guillemets, qui appartiennent à certaines sociétés. Donc ProRes et QuickTime appartiennent à Apple, ne sont pas normalisés, donc Artum, c'est les limitations de ce genre de format. Donc je vous disais qu'on en a fait la moitié. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première moitié? Est-ce que tu as à l'écran actuellement? Il y a aussi un très bon document de l'EBU sur la négociation des SLA pour leur mise en œuvre dans le contexte vidéo broadcast. Et il est extrêmement intéressant pour ceux qui se lancent dans le SLA. Merci Jean Gaillard d'IMD pour cette précision. Une autre question avant qu'on passe aux 5 points suivants? Encore une question, parfait. Par rapport à ce problème juridique, vous avez parlé de transcodage. Est-ce que ça veut dire que je n'ai même pas le droit de télécharger ou d'uploader des rushs en ProRes, de faire du montage dans le cloud, et après je récupère mon montage en ProRes et je le transcode de façon locale? Ou est-ce que le problème concerne l'intégralité des tâches autour du ProRes? À ma connaissance, c'est purement un problème de transcodage. D'accord. On est rassuré. Une dernière question avant qu'on passe à la deuxième moitié de ce propos sur le cloud, dans les médias. Très bien. Donc, on en vient à un point épineux qui est le point de la disponibilité. Donc dans le SLA, on va retrouver un certain nombre de notions. Et la notion de la disponibilité, il est intéressant parce que finalement,
la disponibilité, ça se mesure au nombre de 9 après la virgule. Et un commercial vous dira, ah ouais, non, attends, disponibilité 99%, au moins, alors là vous dites 99%, c'est génial. Sauf que 99%, ça fait quand même 5260 minutes sur une année. Et donc, c'est, comme il y a la loi de Murphy, c'est forcément les 5260 minutes, vous avez vraiment besoin du cloud. Donc ça ne va pas fonctionner. Donc, on se dit, bah, tiens, 99%, ça fait pas tant que ça comme, ça fait pas tant que ça comme disponibilité. Et donc, je vais rajouter quelques 9 après la virgule. Donc, quand on rajoute quelques 9 après la virgule en termes de disponibilité, la facture s'allonge, puisqu'il y a besoin d'une plus grosse exigence technique derrière tout ça. Et donc, si on veut tomber à 5 minutes d'indisponibilité sur une année complète, on est à 99,999%. Sachant qu'en télé, une régie finale de TF1, on a combien de 9 après la virgule, Guillaume Lemoine? Je sais pas, mais j'espère qu'on est en dessous de 5 minutes d'indisponibilité. Je pense que oui, on doit être à quelques secondes de noir ou d'incident perceptible par an. Donc en effet, plutôt 4-9 après la virgule. Plutôt 4-9 après la virgule. Très bien. Donc à noter également qu'il y a forcément de la maintenance sur ces systèmes, donc à prendre en compte. Le taux de disponibilité peut ne pas prendre en compte le temps de maintenance. Donc s'assurer que la maintenance, ce n'est pas 2 semaines au mois d'août, chaque année, où vous aurez besoin de terminer un long métrage, par exemple. Un retour d'expérience d'Ericsson. Et là, ce qui me paraissait pertinent, c'est qu'Ericsson a mené un sondage sur tout ce qui est mobilité en 2012, a mené une étude. Et eux établissaient que le trafic de données à travers le monde, donc là on parle plus largement que le trafic Internet uniquement, donc le trafic de données à travers le monde, ils l'évaluaient pour la mobilité à 25 et 40% de la bande passante totale, avec une forte croissance. Et que pour eux, les données mobiles, donc le trafic de données mobiles à travers les smartphones, les tablettes, etc., allait croître par un facteur de 14 entre 2012 et 2018. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai moi-même sur mon smartphone un des clouds qui me permet d'aller uploader mes photos, consulter des documents, etc. Donc ça y contribue et ça en fait partie. Donc aujourd'hui, quand on parle cloud, ne raisonnons pas uniquement sur des connexions vers des sites qui sont des sites fixes, raisonnons également en données mobiles. Nous, côté Nestlé, on a fait une grosse étude sur les moyens de contribution vidéo en utilisant l'IP, principalement pour tout ce qui est info et sport. Et on voit qu'il y a une forte croissance liée en particulier au fait que la 3G et la 4G se développent, on trouve le Wi-Fi de manière de plus en plus large, et que c'est beaucoup plus facile de renvoyer de la vidéo au temps réel avec une bonne qualité. Ça me fait penser à un truc qui n'a pas grand chose à voir, mais il y a un chiffre que j'ai entendu il y a pas longtemps qui m'amusait. Alors je ne vais pas vérifier, mais les gens disaient que dans un avenir proche, on se trimballerait par personne avec 7 adresses IP sur soi. Entre le téléphone, la montre, les objets connectés, ceci, cela, on arrivera en moyenne à 7 adresses IP par personne. Donc ça rejoint ce propos sur l'explosion de la mobilité et des infras qui doivent être derrière pour l'assumer. Un autre retour, cette fois-ci, c'est Front Porche. Alors, Front Porche est un fournisseur de solutions de stockage, en particulier d'archivage. Et eux, leur point, c'est qu'il y a toujours un investissement nécessaire pour digitaliser, stocker et gérer des heures et des heures d'archives. Et que, donc le cloud a une forte valeur ajoutée par rapport à ça. Sauf que, in fine, il faut déjà le mettre dans le cloud avant de pouvoir l'exploiter. Oui, alors ça, moi, ça fait penser à un autre aspect des façons de faire qui peuvent revenir finalement, c'est le stockage hiérarchique. C'est-à-dire qu'il se trouve que pour des tas de raisons, à TF1, on a depuis longtemps été sur du stockage à plat, tout dans un NAS. On a assez peu, voire jamais exploité les librairies de cassettes. Mais je me dis que demain, on arrivera en effet à des architectures hybrides où on aura encore évidemment un peu de stockage local pour gérer l'immédiat, pallier aux problèmes de qualité de service, etc.
mais que très probablement les grosses quantités de données ou les données et ça rejoindra l'exemple qu'on citera tout à l'heure, que finalement on a besoin d'avoir mais qu'on exploite peu. Il y a toute une catégorie de rush chez nous par exemple qu'on a besoin de garder, mais on sait globalement qu'on ne les réutilise plus du tout une fois que l'émission est passée à l'antenne. Donc ça, il y a des catégories de stockage en cloud qui vont devenir de plus en plus compétitives, elles le sont déjà aujourd'hui par rapport aux solutions. Donc, modèle hybride, stockage local, stockage en cloud, et on va retrouver des solutions de gestion HSM qui vont revenir, je pense, au galop pour s'occuper de tout ça. Ce que je te propose, Guillaume, c'est qu'on parle du projet TF1 dans le cloud quand on en viendra parler des modèles hybrides, ouais, pour faire la jointure. Un témoignage qui me paraissait intéressant, je vous propose de retenir, si on doit retenir une seule phrase, c'est la première. La première phrase qui dit que le plus gros souci sur un système dans le cloud, pour un événement en direct, c'est la connexion Internet. Et donc, bon, ça peut paraître logique, hein, si on s'appuie sur des services qui sont distants, il faut qu'on puisse être connecté à ces services, mais c'est un gros souci. Et alors, à l'opposé de ça, on a eu un retour quand on a fait notre conférence sur le cloud il y a à peu près un an et demi chez Canal+, en octobre 2013. On avait une personne de la BBC qui nous avait fait un témoignage où la connexion vidéo par satellite qui avait été utilisée par un des confrères de la BBC était tombée pour une raison obscure. Et c'est donc la BBC qui a assuré un direct depuis une conférence à Londres à travers une liaison IP jusqu'à leur broadcast center, donc jusqu'à leur chaîne de télévision. Donc là, on était à l'inverse. La connexion traditionnelle satellitaire avait flanché et c'était l'IP qui avait repris le dessus. Un autre témoignage, cette fois-ci sur l'utilisation de gros volumes de données. Donc on voit que cette personne en fait dit que les gros volumes de données numériques et le big data, alors on ne va pas rentrer dans le concept du big data, mais enfin tout ça est en train de rajouter de la bande passante sur le réseau. Et ce qui est frustrant, c'est que on est obligé de partager ces gros volumes de données, et tout ça à travers le monde, parce que le cloud, on ne peut pas forcément lui mettre de frontières, et que le gros challenge, c'est de faire ça de manière raisonnée, dans un temps donné, et de manière sûre. Donc eux sont appuyés sur des solutions en termes de... Alors là, on parle de réseaux sociaux, des solutions de type Aspera. Je ne sais pas si vous utilisez Aspera à côté TF1. Si, oui, ça rejoint ce qu'on dit sur Sanion, c'est quand même des très bons outils pour accélérer les transferts, pour profiter au maximum de la bande passante disponible en éliminant tout ce qui est problématique lié à la latence et donc au paquet perdu. Donc solution d'accélération, transfert de données. Mais c'est vrai que c'est une considération très pragmatiquement. On est encore, avec tous ces systèmes quasiment magiques dans le cloud, à se poser la question, mais oui, alors ça on va plutôt faire la nuit, parce que justement la liaison Internet en question est sous-exploitée à ce moment-là. Donc on est encore en effet dans ces questionnements-là de partage et d'extrême prudence par rapport à ces points d'accès qui nous relient maintenant à nos données. On ne sait plus. On ne sait plus forcément où elles sont. Il y a également la question du streaming dans le cloud. Alors ça, c'est peut-être des applications historiques du cloud, puisqu'on s'appuie sur ce qu'on appelle les CDN, Content Delivery Network. Et donc quand on fait de la VOD en particulier, ou du streaming, on s'appuie sur des services qui ont déjà des serveurs, on appelle ça des edge servers, déployés de manière stratégique pour offrir une bonne qualité de service vidéo aux abonnés, aux clients. Oui, alors ça c'est une partie que je connais moins bien, c'est plutôt nos amis de chez TF1 qui ça. Mais en effet, moi ce que je note, c'est qu'il y a encore une différence entre l'exploitation du quotidien, où on sait mesurer combien de téléchargements VOD, etc. Donc on sait le faire en contre-dimension humaine, on sait dimensionner le propre système, et on sait aussi que sur des gros événements live, puisque c'est ce sujet-là, on ne sait plus tout faire. D'un seul coup, on peut avoir des pics d'audience qui font qu'on est obligé de s'appuyer sur d'autres partenaires, donc type CDN, type Akamai, pour être capable d'encaisser
cela, je sais pas quoi, sur l'élection, un concert de genou ou autre, là, on est dans des dimensions qui explosent et qu'on ne sait pas encore, en tout cas gérer par nos moyens, ce qu'on contrôle en direct. Valérie Gerfaux, qui est le directeur général de M6 Web, pointé du doigt pour leur émission Rising Star. On s'est appuyé sur la capacité du cloud pour arriver à absorber toutes les connexions à leur application M6, 6Play, pardon, leur application deuxième écran. Donc on en vient à un point que tu as adressé à Mimo, qui est la question de sécurité. Et lié à ça, il y a également une question vie privée. Donc plusieurs choses à considérer. Quand on parle de sécurité et de vie privée, on parle de données cryptées. Donc 3 questions à se poser. Donc comment est-ce que mon fournisseur de services utilise le cryptage? Quel type de clé de cryptage est utilisé? Et qui a accès aux clés de cryptage? Et à partir de ça, quand on a réussi à répondre à ces 3 questions, on est capable de dire comment l'accès aux données est géré en interne ou en externe. Donc, encore une fois, sécurité égale cryptage. Et il est important de savoir sur quel type de techno on s'appuie en termes de cryptage, pour savoir à quel risque, quel type de risque on s'expose. Donc, quand on parle à des gens comme Abid, ce qui ressort, c'est que la sécurité, c'est un des principaux enjeux, et que la valeur ajoutée, elle est dans le contenu, plus que jamais, et que donc ce qu'on appelle le cloud public n'est pas forcément ce que les utilisateurs exploiteront demain. Donc, on va voir ça ensemble dans une seconde, Guillaume, puisqu'on va parler de cloud public, cloud privé et cloud hybride. Ce sera intéressant d'avoir votre retour sur la pertinence de l'un par rapport à l'autre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les définisse. Donc les risques liés au cloud, on revient à une citation d'une personne de Promax, qui est une maison de post-production américaine. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est encore très très loin d'utiliser des contenus RAW, en HD, en 2K et clairement en 4K. Mais par contre, on peut travailler sur des proxys, donc sur des copies basse résolution dans le cloud. Là c'est quand même plus facile. Et que donc, les limitations pour les maisons de post-production, elles sont doubles. D'un côté, une limitation technologique, et de l'autre, une limitation liée au risque qu'on prend quand on va uploader des contenus dans le cloud. Ça, c'est clair que c'est un sujet très important sur lequel là encore, on manque de maturité. On sait que les ayants droit, et à juste titre, sont très attachés à la sécurisation de leurs médias. Pour preuve, même quand on est dans des contextes où on transfère leurs médias d'un endroit à l'autre, à l'intérieur de notre environnement, on n'est pas du tout dans le cloud, ils nous obligent, ils ont probablement raison de le faire, à utiliser un certain nombre de mécanismes d'encryptage pour passer d'un serveur à l'autre. C'est des choses qui existent dans certains contrats. Donc là, on perçoit bien qu'en effet, quand on essaie d'appliquer ça à un cloud public, c'est des questions qui se posent au sens. Donc là, on ne sait pas encore très bien où on va, et c'est pour ça que le premier pas qu'on fait dans le cloud, on le fait avec des médias RAW, on le fait avec des médias HD, mais on le fait avec des médias à nous. Donc c'est nous qui prenons le risque par rapport à d'éventuels problèmes de fuite, de perte de piratage. On sent qu'il y a encore un peu de difficulté à appréhender les risques. Je repense à cette histoire qui a à peine une dizaine d'années où c'était une maison de production anglaise qui travaillait sur le Seigneur des Anneaux. Et contractuellement, ils devaient mettre dans un coffre le master cassette du Seigneur des Anneaux tous les soirs, sauf qu'il y avait une copie en clair sur le réseau, disponible à tous les membres de la maison de post-production 24h sur 24. Donc on sait que la sécurité a forcément des limites. Et puis après, c'est pas le seul risque. Hein. Moi, si je regarde dans le passé proche, les risques et ceux qui seront avérés, donc les vrais incidents qu'on a eus, fort heureusement assez rares, mais c'était des incidents liés par exemple à des incendies, à des baies de stockage qui ont pris feu. Pourquoi? Moi j'estime que c'est parce qu'on n'est plus aujourd'hui les mieux placés
pour faire une belle salle technique. Donc quand on fait une salle technique, elle est dans un bout de surface qui était là, on l'a fait le mieux possible, mais on la fera aujourd'hui jamais aussi bien que quelqu'un dont c'est le métier de faire des data centers. Quand on va visiter un data center, ça saute aux yeux, on le voit tout de suite, on dit mais oui, ça, ils ont déployé des technologies à la fois liées à l'alimentation électrique, à la climatisation, à la détection d'incendie, qui font qu'ils seront forcément toujours meilleurs que nous pour le faire. Donc ces risques-là diminuent largement. Donc après, quand on mélange tout ça, c'est compliqué de faire la moyenne, mais on a aussi, il faut le dire, des risques qui disparaissent presque. Aujourd'hui, je pense pas, c'est des arguments, je pense que c'est pas que des slogans, quand on discute avec les principaux sur le cloud, ils vous expliquent qu'ils n'ont jamais perdu une seule donnée. Il a pu arriver des périodes, des jours où elles étaient inaccessibles, mais elles n'ont jamais été perdues définitivement. Nous, ça nous arrive, je pense, régulièrement d'en perdre, parce que, alors qu'on est sur des infras soi-disant plus rassurantes, puisqu'elles sont à portée de la main. Donc on en vient à définir ce cloud public, cloud privé, cloud hybride. Donc les clouds publics sont des solutions accessibles via Internet public. Et donc on a plusieurs fournisseurs qui nous offrent ce type de solution-là. Donc vous connaîtrez pas mal de noms. Donc j'ai pris quatre acteurs internationaux, quatre acteurs français. Donc là, c'est ça, quand je rajoute la définition, c'est surtout partagé, c'est-à-dire qu'on accède à des services ou à des infrastructures, mais finalement, on ne sait pas, c'est en boisson, et il se peut très bien que dans le même machine virtuelle ou dans le même serveur, on partage des ressources de calcul, de réseau, de stockage avec la boucherie du coin. Ça, c'est ça, pour moi aussi, c'est totalement partagé, totalement mutualisé, et on n'a pas de contrôle à avoir sur comment ça se répartit. Ensuite, un deuxième modèle qui est le cloud hybride, où on prend un petit peu le meilleur des deux mondes. Donc on a une combinaison de cloud public que vient de définir Guillaume Lemoine, et d'un cloud privé, c'est-à-dire qu'on... Et normalement c'est la diapo suivante. Un cloud privé. Je ne vais pas le retrouver le cloud privé, il était par là normalement. Mais une solution où on a donc des infrastructures dédiées, une liaison sécurisée, des infras dédiés, et donc des garanties. Donc on sait physiquement que dans telle baie, dans tel rack de telle baie, c'est cet équipement qui est... Après que cette baie soit dans un data center, je ne sais où, ou au sous-sol, c'est presque une considération secondaire, mais le cloud privé, c'est ça, on sait localiser précisément la machine qui nous est attribuée, qui nous appartient. Donc on a travaillé côté Mescado à Bruxelles avec la RTBF, qui réfléchissait à l'urbanisation de ces installations. Donc comment est-ce qu'on va aller mettre dans des salles blanches, donc un data center interne, beaucoup d'installations. Et demain, on pourrait imaginer qu'une fois que cette urbanisation a été menée, on soit capable de déplacer une partie des installations dans des data centers éloignés. Donc là, on est sur le cloud privé. Et pourquoi pas se dire, bah, tiens, il y a une partie qui n'est pas critique, que je vais aller mettre dans un cloud public. Moi, sur le cloud public, le premier aspect que je vais mettre en avant, c'est un argument qui commence à être bien connu, c'est celui de l'élasticité. C'est-à-dire que, puisqu'on est sur des ressources totalement mutualisées, on peut presque considérer qu'elles sont disponibles en quantité infinie et qu'on peut donc très rapidement déployer des services, des infrastructures en fonction de l'activité du moment. Et ça a été vraiment pour nous la première prise de conscience de toute la puissance du cloud. C'est de dire, voilà, nous on a une activité, une chaîne de télé qui est finalement très variable dans l'année. On a une activité moyenne, tous les jours on diffuse à peu près 24 heures de programme par chaîne. Il y a l'info qui joue là-dedans avec donc, des pics d'activité autour de 13h, de 20h. L'actualité a un côté aussi aléatoire qui fait que il y a des moments où c'est très calme et puis des moments où on en a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, où c'est extrêmement complexe à gérer. Donc ça, c'est un côté variable aléatoire, non prédictible. Et on a aussi un côté variable de notre activité totalement prévisible. Les élections qui reviennent tous les 4, tous les 5 ans, les Coupes du monde de football qui reviennent tous les 4 ans, ça représente des très grosses variations de certains types d'activités chez nous, et on sait totalement les prévoir.
Et typiquement, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une Coupe du Monde de foot? C'était le cas l'année dernière, c'était au Brésil, donc il fallait transcoder, c'était 60 images. On a investi assez significativement dans des équipements de transcodage qui permettaient de gérer proprement le passage de 60 images à 50 images. C'est des équipements qu'on a achetés qui nous ont servi un mois. Là, on sent bien que sur ce type d'application, si on avait pu les louer ou faire appel à des services dans le cloud, on les aurait certainement loués un mois et ça nous aurait certainement coûté beaucoup moins cher à la fin. On a un autre exemple que je peux citer, les élections présidentielles 2012. On avait anticipé avec la rédaction une grosse activité autour des interviews, des meetings, et on estimait qu'on aurait beaucoup de rush, beaucoup plus de rush que d'habitude à avoir stocké sur la période de 6 mois, on va dire, entre début 2012 et juin 2012. Et donc on a investi assez lourdement dans un équipement de stockage à cet effet. En plus, il se trouve que cet équipement, on l'a finalement pas utilisé autant qu'on pensait. Donc, autre exemple, si on avait eu à cette époque-là accès à des services de stockage dans le cloud, on aurait eu zéro remords. Si on avait utilisé à fond, on aurait payé ce qu'on utilise. Si on n'avait rien utilisé, on n'aurait rien payé. Et voilà, et c'est là, tout ça pour essayer d'illustrer le fait que l'élasticité est pour moi presque l'argument numéro 1 pour faire cet effort de migration dans le cloud. Aujourd'hui, un système broadcast, il est surdimensionné. On ne peut pas faire autrement que de construire de manière surdimensionnée pour qu'il absorbe des pics d'utilisation. Et des fois, par rapport à certaines mesures qu'on a pu faire aussi, ce pic, il est à 6 fois la valeur moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des bouts de nos systèmes qui sont 6 fois trop dimensionnés par rapport à l'utilisation moyenne qui est celle de 300-350 jours par an. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux vraiment d'activité, ça c'est une mesure précise qu'on a fait. 350 jours par an, on utilise le système à la valeur 1, et 15 jours par an, on monte à 2, 3, 4, 5, 6. Et il marche très bien, quand on utilise à 6, notre système il marche très bien. Ça veut dire qu'il est dimensionné pour faire 6, 15 jours par an. Demain, je pense qu'on verra ces systèmes-là en disant c'est absurde. Parce qu'on aura la possibilité de les construire autrement. Et que ces 15 jours par an où on doit déborder, on débordera de manière hybride dans des ressources publiques mutualisées. Donc un enjeu qui ressort de manière régulière, c'est le lieu où est physiquement stocké mon contenu. Donc pourquoi est-ce que c'est un enjeu? Parce que quand on parle de stockage avec des sociétés américaines, il y a donc une loi qui s'appelle le Patriot Act. Et ce Patriot Act, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'une société américaine doit garder une copie des données sur le sol américain. Donc, potentiellement, mes données stockées dans un cloud américain, on pourra en avoir une copie sur le sol américain. Donc la question est toute simple, hein, c'est est-ce que ça a un impact pour mon business si je gère de l'audio et de la vidéo? Quel est l'enjeu? Je ne sais pas, moi j'ai pas de réponse préconçue. Quelle est ta vision? Moi non plus, parce que c'est vrai que sur ce sujet-là, on n'a pas de recul, on est juste en effet sensibilisé à ça, quand je dis nous, c'est technique, ingénierie, sensibilisé à ça par les équipes juridiques. On sait qu'il y a des débats aux États-Unis, en effet, il y a la NBA qui exige que les stockages soient certifiés, etc. Donc, on est assez prudent là-dessus et on n'a pas commencé sur ces sujets. Alors, aujourd'hui, les sujets sur lesquels on travaille ne sont pas les sujets sur lesquels on envisagerait d'aller mettre des contenus de Warner ou Disney ou Luc Besson dans le cloud. On travaille d'abord sur les autres, mais il faudra qu'on travaille ces points-là aujourd'hui, mais j'avoue que je n'ai pas de recul, je n'ai pas d'expérience là-dessus à partager. Donc Guillaume, pour partager une expérience qui est la vôtre, vous êtes en train de mener des tests sur le cloud pour la partie production de TF1, c'est bien ça? Oui, alors voilà, donc c'est très modeste, mais on a enclenché un projet qui est le premier, mais vraiment, j'encourage vraiment tout le monde à le faire parce que c'est très intéressant, on découvre beaucoup de choses. Je citais tout à l'heure la petite anecdote sur les codecs QuickTime, il y en a d'autres, j'y reviendrai. Donc, en fait, on avait un problème tout bête, c'est que TF1 Prod, donc une filiale qui gère un certain nombre de productions d'émissions, historiquement travaillait avec des caméras cassettes, donc là c'était pas compliqué, les rushs, les cassettes, ils les mettaient dans des étagères et les rushs étaient archivés, on savait très bien faire. Maintenant, on est sur des formats mémoire historique et compagnie, c'est des supports qu'il faut rendre avec la caméra, on ne peut pas les garder. Et du coup, ils ont été confrontés, je pense que c'est loin d'être les seuls, à la problématique de
comment archiver ça? Alors qu'ils ont répondu de manière très simple de leur côté, en achetant des disques durs chez Surcouf, puis toutes les semaines, ils vidangeaient leur outil de post-prod sur des disques durs. Ce qui marche très bien, mais on sait aussi qu'un jour, ça ne va plus marcher. C'est-à-dire qu'un jour, je ne sais pas combien de dizaines, une centaine de disques durs ils ont aujourd'hui, mais il y en a qui quand ils les brancheront, ça ne marchera plus. Donc, quand on a pris conscience de ça, on s'est dit avec eux, c'est probablement un bon sujet pour expérimenter dans le cloud. C'est-à-dire, pourquoi c'est un bon sujet? C'est que, donc c'est des images globalement à nous, on fait ce qu'on veut, donc ça permet de mettre entre parenthèses ces sujets liés à la législation, au droit et à la localisation des images. Et on est sur des enjeux aussi, finalement, très éloignés de l'antenne. C'est-à-dire que c'est des émissions, on les fabrique, on les monte, et une fois qu'elles sont montées et passées à l'antenne, on se pose la question d'aller archiver les rushs. Donc on n'a pas de contraintes de performance liées au temps et à la qualité. Et par ailleurs, c'est un projet sur lequel on n'a pas non plus de contraintes de réalisation, c'est-à-dire que si on est prêt dans un mois, c'est bien, si on est prêt dans 6 mois, c'est bien aussi. En attendant, ils ont des solutions qui marchent. Donc tout ça faisait qu'on était dans une situation à peu près idéale pour expérimenter, pour se tromper s'il fallait se tromper, et pour découvrir des choses. Et donc pour aller vite, on a mis quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, pour expérimenter donc des solutions open source, je l'évoquais tout à l'heure, d'outils de media management, qui sur le papier, quand on les découvrait, on était très contents, parce que c'est exactement ça qu'il nous faut, il y a un formulaire, on peut uploader nos contenus, ça c'est gérer le stockage S3 chez Amazon, il y a une visionneuse, on peut même, ce qu'on ne pensait pas forcément pouvoir faire au début, visionner les rushs une fois qu'on les a uploadés, etc. Et on s'est heurté à tout un tas de problèmes. Moi, celui qui m'a le plus frappé, c'est quand on retrouvait la bonne vieille limitation à 4 gigas. Comme avec presque la disquette, ces outils-là bloquaient sur des médias, sur des paquets, dès qu'ils dépassaient 4 gigas. Ce qui est un peu paradoxal par rapport au fait qu'on a en face un stockage quasiment infini. Voilà. Plus le côté anecdotique, mais on a découvert tout un tas de détails qui ont fait qu'on n'arrivait pas finalement à trouver la solution qui soit quand même performante et suffisamment simple pour que les exploitants ne se retrouvent pas non plus à exploiter des lignes de commande FTP ou je ne sais quoi. Alors, on cherchait quand même un outil un peu sympa. Et donc tout ça pour arriver à la conclusion qu'on est arrivé quand même à faire un petit développement spécifique à une société partenaire de Microsoft sur la base d'un certain nombre de composants dont ils disposaient déjà, donc on parle de quelques jours de développement. Mais ça a été une des découvertes de ce projet-là, c'est qu'on n'a pas trouvé finalement sur le marché, si j'ose dire, une solution. Voilà. Mais après, en termes de résultats, on est dans la phase de déploiement, mais en termes de résultats, si on essaie de reprendre un peu les différents paramètres, pour le coup, on va être sensiblement plus cher que l'achat des quelques disques durs chaque semaine ou chaque mois pour stocker. Ça va coûter plus cher. Par contre, ça va rendre des services infiniment plus élaborés et dont certains qu'on a découverts en route. Et typiquement aujourd'hui, les disques durs, ils sont dans un placard quelque part. Quand il faut y accéder, il faut que la personne soit disponible pour aller les chercher. On a un certain nombre de prods qui sont bien planifiés, qui se passent bien le vendredi soir, tout est fait, tout est fini. Il y a quelques cas dans l'année où ça déborde le samedi. Ça oblige une organisation pour accéder au placard. Là, demain, les gens pourront accéder d'où ils veulent, quand ils veulent, c'est le côté universel à ces rushs-là. On peut même imaginer que demain, un bout de la post-prod se fasse non plus dans les salles de post-prod auxquelles on est habitué, mais peut-être que les gens pourront travailler chez eux. Enfin, ça ouvre cet accès universel et donc et aussi universel en termes de device, des perspectives incroyables et qui se valorisent aussi. C'est-à-dire que oui, ça va coûter plus cher tous les mois de stocker tous ces rushs-là, mais on peut y accéder quand on devient aussi un peu plus indépendant du prestataire chez qui on fait la post-prod. On ne lui confie pas nos archives de rush. Donc si un jour on voulait changer, ce sera plus facile. Donc on a tout ça pour dire qu'on a vraiment énormément appris dans le cadre de ce projet-là et on a eu la chance d'avoir un cas d'école ou un cas d'usage qui nous autorisait un peu un certain nombre de tâtonnements et de retour arrière. On a beaucoup de marge de manœuvre de ce point. Donc en conclusion, plus de souplesse pour TF1 Prod et pas forcément des coûts plus avantageux. Non, moi je ne peux pas dire exactement, mais c'est peut-être, si on perd juste le coût de stockage,
c'est peut-être une solution qui sera 2-3 fois plus chère que d'acheter des disques durs à 50 €. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose pour toi. On est parti de ce point de départ-là, stockons, archivons les cartes mémoire sur des disques durs, et on est arrivé à presque un minimum avec du browsing, avec de l'indexation, avec de la consultation sur smartphone, sur tablette, avec la capacité à ramener les rushs n'importe où sur la planète. Voilà, on est allé beaucoup plus loin qu'on pensait au départ. Tout à l'heure, Guillaume en faisait allusion, les pannes électriques dans les data centers. Alors là, c'est une petite anecdote, mais il faut quand même en être conscient. Donc les bons fournisseurs de cloud s'appuient sur plusieurs data centers, plusieurs bâtiments. Donc là, c'est une petite anecdote. Donc finalement, on s'aperçoit que pour un incident qui démarre à 10h20 dans la banlieue parisienne, on se retrouve avec des clients dans le noir. Donc le seul moyen de communiquer avec l'opérateur, c'était Twitter. C'est comme ça que les clients ont eu l'info. Remise en service 1h10 plus tard de l'alimentation électrique qui était défaillante. L'opérateur communique finalement avec ses clients 2 heures après le début de la panne. Et à 19h30 le soir, la grande majorité des machines sont reparties avec des machines défaillantes, principalement à cause d'alimentation électrique ou de disques qui ont souffert de l'extinction brutale des équipements. Donc c'est quand même bien d'avant de s'engager sur un service cloud, d'avoir de l'historique, savoir ce qui est arrivé par le passé, s'il y a déjà eu des vols de données, ça peut arriver. Donc d'avoir ce que les Anglais appellent un track record, donc avoir de l'information sur le fournisseur de services en amont de tout ça. Donc il y a plein de bonnes pratiques issues du monde de l'informatique professionnelle, et certaines compagnies d'assurance imposent par exemple d'avoir 2 copies distinctes de données à au moins 300 km d'écart. Alors quand on était assis chez Canal+ en octobre 2013, un Belge avait cathédré en disant que son pays ne faisait pas 300 km de long, ce serait difficile à implémenter chez lui. N'empêche qu'en France, c'est quand même de bonne loi. Alors je sais que IBM, sur le site de Montpellier, se vante de faire le disaster recovery, donc la sauvegarde de plusieurs sociétés du CAC 40. Là, on est à 850 km de Paris. Donc, quand même quelque chose à garder en tête. Et donc, quand on regarde, on s'approche de la fin, et quand on regarde la vie complète, le cycle de vie complet d'un service cloud, il y a des implications. Et je pense personnellement que le retard qu'a pris l'Europe en service cloud est plus limité à des questions humaines qu'à des questions techniques. La technologie, on a tous la même au niveau planétaire, mais d'un point de vue humain, l'accompagnement au changement qui est nécessaire au déploiement d'un service cloud est quand même important. Et donc ça implique des coûts supplémentaires et des délais supplémentaires. Donc quand on échangeait, et je vais laisser Guillaume commenter, mais quand on échangeait avec Anne Dangdoui, qui est un des DSI de la société Kantar Media, lui disait qu'à son niveau de DSI, il y avait des impacts opérationnels importants, avec des chefs de services informatiques qui peuvent se trouver mis en danger, parce que finalement, toute la maintenance, toute l'installation et tous les processus que lui avait à mener sur de grosses installations informatiques, demain, on allait les sortir de chez lui, et ça allait peut-être changer son métier. Alors, ça c'est certain. Nous, on est encore une fois très modeste dans l'avancée. On n'a sans doute pas encore tout mesuré ou tout mis en place. Mais c'est clair que oui, les gens qui sont au contact de ces sales machines aujourd'hui dans la maison, demain, ils peuvent légitimement se sentir menacés. Je pense qu'on est quand même plus dans un changement de responsabilité, parce que néanmoins, ces infrastructures virtuelles dans le cloud, je l'évoquais tout à l'heure, il faut les architecturer. Alors, il ne faut pas les maintenir au quotidien, il ne faut pas faire les mises à jour, et c'est bien ça qu'on en attend, c'est d'autres gens qui s'en occupent sous forme de service. Mais il y a quand même un travail à faire autour pour maintenir la cohérence, pour s'assurer que les mots de passe sont bien gardés, que les factures sont envoyées au bon endroit, mais ça change les métiers. Mais je pense qu'il y a aussi un deuxième changement plus à
pilotage, on va dire, conception, ingénierie et maintenance opérationnelle, qui est qu'on va arriver vers des systèmes virtualisés complètement et donc beaucoup plus programmables qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez un mélangeur, oui, alors le réalisateur, le truciste peut programmer les choses, mais la configuration, elle se programme assez peu. Demain, on aura des régies ou des systèmes 100% programmables. On pourra affecter les ressources, on pourra décider de déborder parce qu'on a besoin de finir un transcodage, plutôt au contraire de lever le pied sur les ressources parce que finalement on n'a plus besoin et on peut attendre toute l'année que ça se termine. Donc tout ça, ça va être une programmation de la plateforme et je pense des nouvelles compétences d'analyse des données en temps réel, des métriques données par le système pour expliquer comment il fonctionne et où est-ce qu'il commence à surchauffer, de surveiller tous les jours. Il va y avoir des gens qui sont plutôt, à mon avis, des profils vraiment de programmeurs qui sauront réagir à ça et de lancer des configs, des macros, voire des évolutions du système pour le reconfigurer quasiment en temps réel, donc il s'adapte aux besoins du moment par rapport à des services dont on dispose quasiment instantanément, il suffit de les activer. Donc je pense qu'il y a aussi des gros changements à prévoir sur ce type de métier-là. Donc Guillaume, on y faisait référence il y a un instant, tout ce qui est mise à jour dans le cloud, et bien quand on s'appuie sur un service externalisé, en théorie c'est géré par le fournisseur de services. Et donc il y a une grosse différence opérationnelle à ce niveau-là. On va conclure, et pour conclure, dans le cycle de vie du cloud, il y a bien entendu l'évolutivité, alors tu faisais référence à l'élasticité tout à l'heure. J'ai besoin de plus de puissance de stockage, j'ai besoin de plus de puissance de calcul. Comment est-ce que je vais gérer ça demain? Donc il y a un acteur français qui s'appelle Hexaglobe, qui propose un certain nombre de services dans le cloud, dont du transcodage. Et donc ce que son président indiquait, c'est que ces sociétés-là sont plus à même que jamais de répondre à des pics de charge. Tout à l'heure, on faisait référence aux élections, on faisait référence à des événements sportifs. Donc, avoir de la scalabilité est un des moyens de répondre à cette demande et le cloud est vraiment fait pour ça. Et puis, il y a la fin d'un contrat de service. Donc, on a barré élégamment, vous noterez l'effort artistique, un email reçu chez Mesclado. Donc on est parti très motivé en 2013 sur plusieurs services cloud. Et un d'entre eux, c'était pour du back-office. Et donc on a eu l'immense privilège de recevoir cet email qui disait que nous vous informons, chers clients, que les services ne seront plus disponibles à compter du 30 novembre 2014 et qu'on aurait donc un délai de 1 mois pour récupérer l'ensemble de nos données et qu'ils nous rembourseraient de l'abonnement, prorata, temporis, etc., mais qu'on pouvait continuer à synchroniser et à partager nos données en s'appuyant sur un nouveau partenaire. Donc ça, quand ça arrive, c'est pas très marrant. In fine, ça n'a pas été une grosse bascule, on est passé d'un fournisseur à un autre. N'empêche que, quand on souscrit un service de cloud et que moins d'un an plus tard, le service s'arrête, ça ne fait pas plaisir. Et donc, j'ose pas imaginer si on était parti sur une offre comme c'est le cas aujourd'hui, avec des 10 Tera pour 10 € par mois, ce que ça engendrerait comme coût et comme temps de transfert. Très certainement un peu compliqué à gérer. C'est sûr que tu as raison, hein, c'est des considérations qu'il faut avoir. Il faut intégrer au design l'arrêt et la migration. Par exemple, pour le projet dont je parlais à l'instant, on l'a chiffré. Donc, si on part sur un régime de croisière, que nous on évalue l'ordre de 50 Tera de rush, s'il fallait sortir ces 50 Tera de rush du fournisseur qu'on a retenu pour aller le mettre ailleurs, quitte à le remettre chez nous éventuellement, on sait combien ça coûte. Ça coûte pas très cher, hein, ça coûte, enfin, on estimait à 5 000 € le coût tout simplement de ressources, de bande passante pour aller ramener ces 50 Tera. Je n'ai plus en tête le temps que ça prendra. Voilà, je pense qu'il y a un gros impact en termes de temps. Et donc, c'est peut-être là qu'est le risque principal, parce que si jamais, je pense pas, on parle de Microsoft, j'ose espérer que vous préviendrez un peu plus que 15 jours à l'avance. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en effet, il faut concevoir ce qui s'appelle en anglais la Cloud Exit Strategy, donc comment on en sort. On voit d'ailleurs apparaître des choses assez récemment qui sont des notions de cloud broker. On dit finalement il y a une notion d'abstraction entre les services, finalement vous adressez plus directement les services
du fournisseur A ou B, vous adressez un broker de service en interne qui va à un instant donné finalement décider que le service de stockage, finalement aujourd'hui c'est chez Amazon que vous le mettez, et puis demain c'est peut-être pas à l'échelle d'une journée que ça se passe, c'est peut-être un peu plus statique que ça, mais que voilà, on commence à voir apparaître ces notions-là de services intermédiaires qui permettent d'aller router vos demandes finalement vers tel ou tel fournisseur. Bon, ça, je pense qu'on en est au début, ça méritera probablement un peu de standardisation, de normalisation, mais je pense assez volontiers qu'on arrivera à des architectures de ce type-là, avec finalement un arbitrage entre le cloud privé qu'on aura sans doute encore un petit peu de temps à la maison pour faire le cœur le plus critique de l'activité, et puis de dire le transcodage aujourd'hui, le transcodage le plus performant, il est chez IBM, ah ben non, il est chez Azure, et on va répartir comme ça. Voilà. On rajoute une couche encore d'intelligence, mais ça nous apportera probablement une flexibilité à terme. Et pourtant, si je me fais l'avocat du diable, là où tu fais référence à 50 Tera de Roche, 50 Tera aujourd'hui, c'est un U, donc c'est cette épaisseur-là dans une salle technique, donc c'est rien du tout. Ça demande de la puissance, ça demande de la climatisation, ça demande de l'énergie, ça demande un investissement. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans le mauvaise voie avec le cloud, quand il est tellement simple d'installer du stockage à bas coût? Je pense pas, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça va nous amener tout un tas de services auxquels on ne pouvait même pas rêver, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais la consultation, la disponibilité permanente et surtout totalement indépendante de la géographie, où que le monteur se trouve, il aura accès à ces roches-là, où que le producteur se trouve, donc ils pourront le consulter, et ça c'est des choses qui sont rigoureusement impossibles à faire aujourd'hui. On aurait certainement pu répondre à ce besoin-là de manière beaucoup plus rapide et plus simple, tel que tu l'évoques. On aurait mis un petit NAS, un NAS moyen de 50 Tera, on aurait sans doute déjà fini le problème, mais on souhaitait avoir cette démarche un peu innovée d'apprendre au travers de cet exemple-là. Ce qu'on se dit aussi, c'est que 50 Tera aujourd'hui, c'est parce qu'on démarre lentement et on s'est volontairement restreint un certain nombre de cas d'usage, un certain nombre d'émissions, en particulier celles dont on possède réellement les rushs. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que si ça fonctionne, pourquoi pas l'étendre? Il y a un secteur d'activité sur lequel TF1 est de moins en moins présent, c'est le sport, mais qui est énormément consommateur de stockage. Un week-end de sport, il peut y avoir 10 matchs de foot, bon, ça fait énormément d'images à acquérir en parallèle et à stocker pour des durées assez longues, puisqu'on veut pouvoir revenir un peu en arrière sur ce qui s'est passé. Là, voilà, on se dit, si ce système marche bien, on aura très vite envie de l'étendre à d'autres domaines d'activité. Peut-être qu'on va aussi complètement se planter, et puis dans 6 mois, on sera revenu à racheter des disques à la fin. Voilà. Mais pour l'instant, on est vraiment très, très volontaire et très heureux de ce qu'on découvre, de ce qu'on apprend dans cette démarche-là. Histoire de le lire. Donc concluons sur la fin d'un contrat de service. Donc je dois pouvoir récupérer mes données. Et ça peut nécessiter une intervention physique, quand même de grandes quantités. À savoir qu'il est parfois beaucoup plus facile de récupérer une version basse résolution, mais c'est plus difficile pour le contenu natif. Donc garder tous ces aspects-là en tête. Et donc, pour conclure, un document qui est intéressant puisque c'est une première pierre à l'édifice de l'Institut de normalisation internationale, l'ISO, dans le monde du cloud. Donc une première norme qui est sortie très récemment, fin d'année dernière, qui elle fournit un ensemble d'informations et un vocable commun autour du cloud. Donc il y a tout un groupe de travail côté ISO qui est en train de travailler sur ces questions-là. Merci Guillaume, Lemoine, Merci. TF1. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans la salle? Alors, je vois déjà une main se lever, quatrième rang. Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport au stockage des médias, vous en avez parlé juste avant. C'est plus au sujet des cassettes LTO, au sujet du stockage longue durée. J'aimerais quand même savoir quels sont vos outils par rapport à ça, sur la longue durée, 5 ans, 10 ans de stockage dans un cloud. C'est pas forcément visible au final, je pense.
Alors, ce qu'on peut déjà dire du format LTO, donc on parle de cassette de données, hein, donc on met des données dessus. C'est un format qui évolue dans le temps, qui est ouvert, donc on n'a pas un seul fournisseur. Il est né en fait d'une demande du Department of Defense américain qui a dit il faut un format qui soit produisible par plusieurs fournisseurs pendant une durée de 50 ans. Donc on ne dit pas qu'une donnée qu'on stocke sur une cassette LTO est disponible pendant 50 ans. On dit simplement que je pourrais acheter des cassettes vierges pendant 50 ans. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a aucune pérennité sur du LTO, comme il n'y a aucune pérennité sur du disque. Et donc, dès qu'on parle de données, stockées sur quelque système que ce soit, aujourd'hui, on n'a pas de réponse, à part de dire je la stocke dans plusieurs endroits, sur plusieurs stockages, et je m'assure que je fais des recopies de manière régulière. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ça. Donc, ce qui m'a fait assez sourire, c'est lors d'une conférence qui s'appelle Screen for All au mois d'octobre, j'avais posé la question à la personne du CNC, responsable de la partie patrimoniale, en lui demandant si le CNC avait prévu de faire 2 copies sur film 35 mm pour le dépôt légal dans des stockages à 300 km espacés. La réponse est non. Donc aujourd'hui, on a soit un single point of failure, donc un problème qui est j'ai une seule copie d'un dépôt légal d'un film sur une pellicule 35 mm, soit on a une solution qui est de dire il va falloir que je gère plusieurs copies numériques et gérer ça de manière hyper rigoureuse pour être sûr de récupérer au moins un jeu de données à un instant T. Alors peut-être en ce qui concerne TF1 sur le LTO, on est probablement un petit peu atypique parce qu'on n'en a jamais utilisé. J'évoquais aujourd'hui, on est sur une génération de stockage un peu en dessous, juste en dessous de 2 pétaoctets, purement disque dur en NAS. À l'époque, quand ce projet-là a été mené, on est arrivé à la conclusion que c'était la technologie la plus économique, parce qu'on avait réussi, les acheteurs avaient réussi à bien négocier ces NAS-là, je ne sais pas. Plus sérieusement, on a aussi un historique, finalement, j'en reviens à TF1 Prod, eux étaient utilisateurs de LTO, et finalement, l'histoire récente est un peu pas très positive à cet égard, c'est que soit ils ont des bouts qui ont brûlé, bon ça c'est un accident, ça arrive, mais finalement ça a été certain, et aussi c'est des gens qui ont été soumis à un déménagement, par exemple, il a fallu déménager, et quand on va déménager LTO, finalement c'est pas plus simple de gérer un déménagement LTO que d'un stockage, disque dur, et c'est certainement plus compliqué que de gérer un stockage qui reste pénéré dans le cloud. Donc par rapport à ces différents éléments d'histoire récents, voilà, on n'a pas d'expérience très forte dans le LTO, peut-être à tort hein, d'ailleurs, mais on sait pas, c'est pas une technologie c'est une technologie qu'on n'a jamais utilisée et qu'on regarde assez peu. Ouais. La migration d'un des derniers robots LTO d'un des gros diffuseurs parisiens a pris 8 mois. Donc il a fallu 8 mois pour copier l'ensemble des données depuis un robot vers un nouveau robot. Donc c'est pas anodin non plus. Mais cela dit, j'insiste, je pense qu'on est probablement atypique parce que ça, quand on se promène à droite à gauche chez les confrères, on se rend compte que c'est quand même des solutions qui sont très bien représentées et probablement à juste titre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi j'en ai encore une. C'est plus au sujet du droit d'auteur américain et du droit d'auteur français par rapport aux belles de stockage. Si on met des données sur des belles de stockage américaines, ça va dépendre du droit d'auteur américain, si je ne me trompe pas. Je serais très étonné. Okay. Je sais pas. Je serais très étonné. Parce que on est en train de dire là que la propriété intellectuelle dépend de là où se trouve la baie de stockage, ça m'étonnerait grandement. Qu'un acteur américain ait, de par la loi, une obligation d'avoir une copie des données sur son sol, c'est ce que dit le Patriot Act. Maintenant, dire si les données sont sur mon disque, à ce moment-là, ça m'appartient, ça c'est dans les conditions générales de vente du service. Après, il y a une zone d'ombre, on le voit pour les réseaux sociaux. Si vous regardez les conditions générales de vente d'un Facebook, d'utilisation d'un Facebook ou d'un Twitter, on sera assez surpris de voir que ces gens-là se dégagent en disant ces données-là ne m'appartiennent pas. Il y a un flou qui est laissé par rapport à la propriété intellectuelle elle-même. Ok, merci. Une dernière question?
Donc moi, une petite info, vous pourrez retrouver d'autres infos et des extraits, et dans les jours qui viennent, l'intégralité de cette conférence sur le site de Mescado. Donc ça sera sous la bannière Media Engineering Intelligence qui regroupe tous nos services autour des études, des événements de conseil et de la formation. Je remercie Guillaume Lemoine de TF1 de nous avoir accordé merci pour l'invitation. un petit peu son précieux temps. Et merci à tous et bonne conférence. Merci.